À titre d'introduction, je dirais qu'il est incontestable qu'après le déclenchement de la guerre en Ukraine, l'année 2022 a été pour l'Union européenne une année particulièrement chaotique qui a été marquée par une importante baisse d'approvisionnement en gaz russe et une flambée des prix de l'énergie. Alors, le titre avait été choisi en novembre de l'année dernière. On peut dire depuis que les choses ont un petit peu évolué. C'est ainsi que, heureusement, le pire a été évité. Nous sommes maintenant au sortir de l'hiver météorologique, même si jeudi, en Belgique, nous avons eu droit à un retour en flamme de, enfin, non, plutôt mercredi, nous avons eu droit à un retour en flamme de l'hiver avec de la neige qui a recouvert de manière purement transitoire à Bruxelles. Néanmoins, on se dit qu'on arrive vers le printemps et que donc le pire a pu être évité. Ainsi, on parlait beaucoup de risques de grandes coupures d'électricité, de rationnement de gaz. Comme j'ai une maison, un appartement de seconde résidence en France, j'ai reçu, comme vous tous certainement, ces avis de EDF et d'autres indiquant qu'éventuellement il y aurait des mesures qui seraient prises en cas de grands problèmes. Ça ne s'est pas produit. Il n'a pas non plus été nécessaire d'introduire un rationnement de gaz. Et enfin, les prix du gaz, qui s'étaient envolés, je l'expliquerai, sont retombés à un niveau qui est celui d'avant l'invasion en Ukraine. Mais ce n'est pas encore un prix vraiment normal, mais on peut dire qu'on a retrouvé des niveaux acceptables. En ce sens, on pourrait dire la crise qui n'a pas eu lieu. Je dirais plus modestement que le désastre énergétique qui avait été prédit par certains n'a pas eu lieu, mais il faut être conscient du fait que tout ça est certes la conséquence des mesures qui ont été prises par l'Union européenne sur lesquelles je reviendrai, mais que, de manière peut-être paradoxale, le changement climatique nous a un peu aidés, en ce sens que nous avons bénéficié au cours de cet hiver d'une météo particulièrement clémente. Dès lors, je crois que le titre reste toujours d'actualité. La crise, il est vraiment beaucoup trop tôt pour affirmer que la crise est définitivement derrière nous. Ce sont incontestablement les prochains hivers qui seront les stress tests. Quoi qu'il en soit, et pour revenir au titre, cette crise est d'abord cruellement venue nous rappeler combien l'énergie est un enjeu majeur en termes de souveraineté ou d'autonomie pour l'Europe, et elle a aussi montré quelle est l'importance de la solidarité européenne pour affronter un tel choc. Et en ce sens, il est incontestable que l'année 2022 marquera un tournant dans l'histoire de l'Union. Et d'ailleurs, cette année 2022 et la guerre en Ukraine marquera d'une manière générale un tournant dans l'histoire. Alors, comment est-ce que je vais articuler mon exposé? Je commencerai par un bref rappel historique. En effet, l'Europe de l'énergie est une histoire à rebondissement. Le deuxième temps de mon exposé sera consacré à la question de la dépendance de l'Union européenne au monde extérieur pour les questions énergétiques, et je m'attacherai à cet égard à montrer comment l'Union européenne s'est progressivement retrouvée piégée dans une hyperdépendance aux hydrocarbures russes, piège qui s'est brutalement refermé en 2022. Enfin, je m'intéresserai aux réponses que l'Union a tenté d'apporter à la crise
à la fois en termes de mesures d'urgence et de solutions à long terme. Commençons un peu par un retour en arrière. Personne n'ignore que le charbon, qui était la principale énergie européenne de l'époque, a été au cœur du traité CECA. Néanmoins, dès les années 60, un auteur a pu souligner que ce traité avait été rédigé comme si la concurrence des hydrocarbures par rapport au charbon n'existait pas déjà, comme si, en définitive, les seuls dangers à prévenir étaient ceux qui pouvaient provenir d'un monopole du charbon sur le marché de l'énergie, alors que, depuis plusieurs années, le champ d'action du pétrole ne se limitait plus à la fourniture de carburant pour les moteurs à explosion, mais pénétrait rapidement dans le domaine de la fourniture d'énergie calorifique et tendait à envahir les débouchés naturels du charbon européen. Déjà à l'époque, il posait la question: comme le pétrole est une source d'énergie extérieure à la communauté et le charbon une source interne, cette substitution d'une forme d'énergie à l'autre ne conduirait-elle pas, en définitive, à mettre l'approvisionnement énergétique de l'Europe et, par voie de conséquence, la prospérité économique de l'Europe elle-même à la discrétion des puissances extracommunautaires? Quelques années plus tard, c'est la crise du canal de Suez et les menaces que cette crise a fait peser sur les approvisionnements pétroliers qui ont conduit à la conclusion du traité Euratom. Ce traité, qui est le fruit d'une idée française, ambitionnait de développer une source d'énergie considérée alors comme prometteuse et, à cette fin, d'assurer une meilleure indépendance énergétique de l'Union européenne. La principale nouveauté de ce traité était la création d'une agence commune d'approvisionnement dotée d'un monopole pour garantir les approvisionnements de l'Europe en matières premières nucléaires. Chacun sait que ce traité est très rapidement tombé en désuétude pour des raisons à la fois économiques et politiques, et notamment la volonté de la France de renforcer son potentiel d'énergie nucléaire a sonné le glas de ce traité. Si on voit ainsi que ces deux grandes formes d'énergie étaient au centre des deux premiers traités européens, force est de constater que l'énergie en tant que telle est en revanche totalement absente de l'autre traité de Rome, celui instituant la communauté économique européenne. Ce traité ne contenait aucune base juridique appropriée pour aborder la question de l'énergie ou d'en définir les objectifs. Il a été souligné par plusieurs auteurs que l'éclipse de la politique européenne de l'énergie était à l'époque la conséquence du recentrage du projet européen vers des dimensions purement économiques. Alors que les traités CECA et Euratom correspondaient à un projet à dimension politique et avait une approche largement interventionniste, le traité CE s'en est tenu à une approche davantage libérale. Alors, comment est-ce que les choses ont évolué par la suite? Première période, les années 60. Les années 60 sont l'ère de l'énergie bon marché. En 1961, le projet d'une approche totalement coordonnée de toutes les sources d'énergie est abandonné au profit de la signature en 1964 d'un protocole par les gouvernements des États membres des communautés européennes, protocole relatif aux problèmes énergétiques. Dans ce protocole, il est surtout question de réaliser, dans le cadre du marché commun général, un marché commun de l'énergie
Et on y fixe plusieurs objectifs, notamment la stabilité de l'approvisionnement, tant en ce qui concerne son coût que les quantités disponibles. Mais les gouvernements soulignent les délais que nécessite encore la définition d'une politique commune de l'énergie. Ils affirment leur volonté de poursuivre et de mettre en œuvre une telle politique, mais on ne la voit pas pour tout de suite. En 1966, la Commission va adresser une première note au Conseil concernant des propositions pour une future politique communautaire du pétrole et du gaz naturel. Suivent plusieurs directives que je ne citerai pas, mais qui témoignent d'une attitude particulièrement prudente des États. La période suivante s'ouvre avec la crise pétrolière de 1973-1974. Comme vous le savez sans doute, cette crise a été provoquée par le conflit israélo-arabe de 1973. Elle s'est traduite par une augmentation sans précédent du prix des hydrocarbures et par une grave crise de l'approvisionnement. Ce qui est particulièrement important, c'est que cette crise va mettre en lumière l'inexistence de la cohésion communautaire et de la solidarité entre États membres qui agissent en ordre dispersé. Ainsi, les Pays-Bas, qui ont été victimes d'un embargo pour avoir soutenu la position israélienne, doivent affronter seuls la crise. La France, de son côté, se singularise en essayant de tirer profit de ses bonnes relations avec le monde arabe. Cette tentative sera d'ailleurs un échec après la reprise en main de la crise par les États-Unis. Ce choc pétrolier va conduire la Commission à présenter une communication sur la nécessité d'élaborer une politique énergétique commune. Mais le Conseil européen de Copenhague de décembre 1973 se borne à l'adoption d'une déclaration sur l'identité européenne et l'affirmation d'une nécessaire cohésion commune. Pas un mot dans cette déclaration sur les questions énergétiques. Dans les années qui suivent, la Commission va multiplier les propositions et les initiatives, mais les résultats vont demeurer extrêmement limités. Après une nouvelle crise en 1978, j'ai dit 73, je vois que le fait d'être en Belgique me pousse encore à plus de belgicisme. Donc, la fin des années 70 et le début de la décennie 80 sont marqués par un très grand contraste entre, d'une part, l'expression par les États membres affichée par les États membres de préoccupations communes et en même temps l'absence de volonté de définir une approche commune. Et en définitive, l'intérêt pour les questions énergétiques va évoluer au gré des crises sur les marchés financiers. Tantôt, c'est le calme et on ne fait rien. Tantôt, la situation se tend et on reparle de la nécessité de définir une position. Fin des années 80, la difficulté d'élaborer une politique, une véritable politique commune, va conduire la Commission à tenter de définir une nouvelle stratégie énergétique qui envisage en même temps la possibilité de maintenir une politique énergétique diversifiée des États et décentralisée et en même temps la réalisation d'actions communes. Et s'agissant de ces actions communes, après l'adoption de l'acte unique européen en 1986, la Commission
faute de pouvoir définir des mécanismes d'intervention communs, va appréhender la question énergétique sous un angle différent, celui du marché intérieur. Elle va engager le processus de libéralisation des marchés nationaux de l'énergie qui étaient caractérisés jusque-là par des mécanismes de régulation nationaux très importants. Cette libéralisation va se traduire par la séparation entre, d'une part, les réseaux de distribution et de transport et, d'autre part, la fourniture d'électricité. D'un côté, les réseaux forment un monopole national et font l'objet d'une régulation prise en charge au niveau national par une autorité indépendante. De l'autre côté, la fourniture de l'électricité, la production et la commercialisation est quant à elle ouverte à la concurrence et un marché de gros de l'électricité est mis en place au niveau européen qui permet les échanges d'électricité entre producteurs et fournisseurs des différents États membres. Je reviendrai sur ce marché de gros un peu plus loin. En parallèle, les États membres ont continué à rester seuls compétents pour intervenir dans l'organisation du secteur énergétique, que ce soit pour contrôler les tarifs, définir le mix énergétique ou encore assurer la sécurité de l'approvisionnement. On a ainsi vu plusieurs générations successives de directives sur le marché du gaz et sur le marché de l'électricité. À partir des années 90, on va voir apparaître une nouvelle composante qui est la composante environnementale. D'abord, avec la notion de développement durable et puis celle de transition énergétique. Une nouvelle dimension apparaît qui est celle de l'urgence d'une action en faveur du climat et la nécessité d'une réduction des gaz à effet de serre. À partir de ce moment-là, on peut dire que 3 objectifs stratégiques ou 3 piliers sont identifiés vers lesquels les politiques énergétiques communautaires et nationales devraient converger. Le premier objectif, le premier pilier est la compétitivité globale de l'économie européenne grâce à l'intégration accrue des marchés. Le deuxième est la sécurité d'approvisionnement énergétique compte tenu de l'aggravation de la dépendance énergétique de l'Europe. Et la troisième est la protection de l'environnement où l'accent est mis sur la nécessité de faire appel aux nouvelles technologies énergétiques. Ça, c'est pour la situation avant Lisbonne. En effet, un pas important est franchi avec le traité de Lisbonne. En effet, on assiste dans ce traité à la toute première consécration officielle d'une politique de l'énergie. Cette émergence a été saluée par certains commentateurs, et notamment Claude Bluman, que vous connaissez tous, qui s'est réjoui du fait qu'avec ce traité, et je le cite, « un avenir relativement rasséréné semble devoir se profiler pour une politique commune respectueuse malgré tout des spécificités des États membres et des diverses sources d'énergie. » Un titre 21 est introduit dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, intitulé « Énergie », qui est composé d'un seul article. La politique commune de l'énergie, la politique de l'énergie plutôt, est qualifiée par le traité de compétences partagées.
à savoir, je rappelle le mécanisme des compétences partagées, les États membres continuent à exercer leurs compétences aussi longtemps que l'Union n'a pas exercé la sienne. Dans le paragraphe 1er de l'article 194, la politique de l'énergie est envisagée sous un double prisme, celui du marché intérieur et de la protection de l'environnement. La continuité avec ce qui se passait avant est donc totalement assurée, puisqu'il est indiqué que cette politique doit être menée dans le cadre de l'établissement ou du fonctionnement du marché intérieur et en tenant compte de l'exigence de préserver et d'améliorer l'environnement. Cette politique poursuit 4 objectifs. Assurer le fonctionnement du marché de l'énergie, assurer la sécurité de l'approvisionnement énergétique dans l'Union, promouvoir l'efficacité énergétique et les économies d'énergie, ainsi que le développement des énergies nouvelles et renouvelables, promouvoir l'interconnexion des réseaux énergétiques. Un point essentiel est que les mesures adoptées par l'Union ne peuvent affecter le droit d'un État membre de déterminer les conditions d'exploitation de ses ressources énergétiques, son choix entre différentes sources d'énergie et la structure générale de son approvisionnement énergétique. Enfin, l'accent est mis sur le nécessaire esprit de solidarité entre États membres. Néanmoins, les commentateurs ont rapidement mis en exergue les ambiguïtés et les limites de ce texte, puisque d'un côté, on voit des compétences reconnues à l'Union, mais d'un autre, on voit que certaines compétences des États membres sont en quelque sorte sanctuarisées. Et la question a rapidement été posée de savoir en quoi consistait finalement cet esprit de solidarité dans un secteur de l'énergie qui demeure un secteur caractérisé par des très grandes disparités nationales et, pour reprendre à nouveau les termes de Claude Luhmann, il a posé la question de savoir si cet esprit de solidarité ne visait en fin de compte qu'à contrebalancer le caractère très unilatéral, pour ne pas dire égoïste, des politiques énergétiques nationales. Donc, il s'agirait quelque part d'essayer de prendre le contre-pied dans un secteur où les divergences et les intérêts nationaux ont tendance à s'exprimer très fortement. Et très rapidement, cela s'est d'ailleurs révélé tout à fait vrai. Ainsi, je vais revenir à des choses qui se sont passées il y a 10 ans, en 2013. Suite à la catastrophe de Fukushima, les autorités allemandes ont décidé d'abandonner le nucléaire dans les 10 ans, sans en informer, ni même consulter, ni la Commission, ni ses partenaires. Et quand on le leur a reproché, ils se sont bornés à reciter la disposition que je vous citais tout à l'heure, à savoir que les États conservent le droit de déterminer la structure générale de leur approvisionnement et le choix entre les différentes sources d'énergie. Ce choix a eu des conséquences très, très graves pour les autres États membres. L'Allemagne a ouvert une course aux subventions en faveur des énergies renouvelables. Et, en plus, un an plus tard, l'Allemagne a commencé à produire trop d'énergie, à les exporter vers ses voisins, notamment chez nous en Belgique et aux Pays-Bas. Et comme ils exportaient cette énergie à un prix subventionné et payé par le contribuable et le consommateur allemand, donc à un prix défiant toute concurrence,
Ils ont créé dans ces États de très graves difficultés pour les producteurs nationaux qui ont appelé leur gouvernement et la Commission à Bruxelles au secours. Les Allemands n'ont pas été seuls, puisque un peu plus tard, ce sont les Français qui, après avoir critiqué le stress test des centrales nucléaires en Europe, qui avait été ordonné par la Commission européenne et qu'ils considéraient comme un crime de lèse-majesté, les Français, lorsque les résultats de ce test ont mis en exergue la nécessité de procéder à un renforcement de la sécurité des centrales nucléaires, ont décidé, tout seuls comme des grands, de changer leur mix énergétique sans en informer quiconque. Donc, je terminerai ce bref historique de la politique énergétique pour dire que, voilà, on est un peu au milieu du gué. Il y a une politique européenne de l'énergie qui doit se mettre en place, mais cela se fait dans un contexte où les États membres vont conserver une très grande marge d'autonomie, puisque c'est à eux de définir leur mix énergétique. Deuxième point de mon exposé, c'est donc le point selon lequel l'énergie est un enjeu majeur de souveraineté pour l'Union européenne. Et dans ce contexte, comme je l'ai dit dans mon introduction, l'Union européenne s'est progressivement retrouvée dans ce que des auteurs ont appelé la trappe à hydrocarbures russes. Sécurité énergétique, c'est le principal déterminant de la sécurité énergétique depuis le milieu du 19e siècle, est évidemment l'accès aux ressources énergétiques. Alors, je m'intéresserai évidemment uniquement au cas de l'Europe. Pour ce qui concerne l'Europe, au 19e siècle, la principale source d'énergie était le charbon, facilement accessible sur la totalité du continent. Mais les choses ont profondément évolué au XXe siècle. Je citais au début de mon exposé dans l'historique la mise en garde de cet auteur dans les années 60, et en effet, progressivement, le gaz et le pétrole, enfin plutôt historiquement le pétrole et puis le gaz, se sont imposés comme source majeure d'énergie. Au niveau mondial, tout pays convaincu, les hydrocarbures représentent plus de 57% de la consommation mondiale d'énergie dans le monde. 33% pour le pétrole, 24% pour le gaz. Les réserves d'hydrocarbures sont très abondantes, mais elles sont très inégalement réparties sur la planète. Et de ce point de vue, l'Europe est vraiment le continent le moins bien loti. En effet, il est particulièrement faiblement doté. On ne trouve sur le territoire de l'Europe, Europe occidentale, je dirais, seulement 0,8% des réserves mondiales de pétrole et 1% de celles de gaz. On est vraiment, on pourrait dire qu'on est pratiquement un continent sans réserve en matière d'hydrocarbures. Et qui plus est, si maintenant on ne prend pas l'Europe au sens large, mais bien l'Union européenne, on constate qu'il y a un seul pays qui est un peu producteur de gaz, qui est les Pays-Bas, mais que ce sont deux États non membres de l'Union européenne qui disposent de l'essentiel des réserves européennes, à savoir la Norvège et le Royaume-Uni.
tout ça fait que, au fil des années, le mix énergétique européen a énormément évolué depuis les années 90. On assiste d'une part à une diminution de la quantité d'énergie produite sur le sol européen, en dépit de la croissance des ressources renouvelables, et d'autre part à une augmentation de la consommation. Actuellement, l'Union européenne est dépendante à plus de 60% de ses approvisionnements extérieurs en énergie, contre 50% en 90 et 56% en 2000. Hydrocarbures, ce sont donc deux énergies, le pétrole et le gaz. Et ces deux marchés présentent des très grandes différences. D'un côté, le marché du pétrole, qui est largement mondialisé, est dominé par les pays du Moyen-Orient. De l'autre, le marché du gaz est, lui, au contraire, fortement régionalisé. Pourquoi? Parce il y a des questions de coûts du transport très élevés pour le gaz qui nécessitent des infrastructures dédiées. Et ce marché du gaz est, quant à lui, largement dominé par la Russie. À partir de maintenant, c'est la problématique du gaz qui va retenir mon attention. En effet, la Russie est de loin le principal fournisseur de gaz sur les marchés européens. Et ça, c'est un mouvement qui a commencé il y a très longtemps et qui s'est accéléré au tournant des années 2000, lorsque, après la chute de l'URSS, on a relancé très fortement la production de gaz en Russie. Mais ce n'est pas aussi loin que je vais remonter, je vais en fait remonter à 2014. 2014, c'est l'année où Vladimir Poutine, ou la Russie plutôt Vladimir Poutine, a annexé la Crimée et a lancé les premières opérations armées dans le Donbass. Mais 2014 est très, très différent de 2022. En effet, en 2014, quelques mois plus tard, les prix du pétrole et du gaz se sont effondrés pour des raisons systémiques, pour des raisons liées aux marchés mondiaux. Et donc, la Russie s'est trouvée avec une baisse très, très importante de ses ressources, des ressources financières liées aux hydrocarbures. Et d'ailleurs, pour de nombreux experts, c'est en grande partie ce qui a expliqué que le président russe a dû limiter ses opérations militaires et c'est ce qui a ouvert la voie aux deux accords de Minsk. À l'époque, en dépit des sanctions occidentales adoptées, les flux énergétiques entre la Russie et l'Union européenne se sont poursuivis. Et à partir de ce moment-là, la Russie a été confrontée à 5 années de prix très bas pour les hydrocarbures, donc période allant de 2015 à 2020. Vladimir Poutine a mis à profit ces années pour, d'une part, renforcer la diversification des exportations pétrolières et gazières russes, pour accéder à de nouveaux marchés, notamment la Chine, et d'autre part, consolider ses alliances au Moyen-Orient pour renforcer sa capacité à influencer le prix du pétrole. Il a conclu des alliances avec l'Arabie saoudite et
l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. On a donc eu 5 années de prix particulièrement bas. Ces 5 années ont été une aubaine pour les pays de l'Union européenne qui ont disposé d'une énergie bon marché et ces prix bas leur ont permis de progresser dans leur projet de construction d'une économie neutre en carbone. Mais il ne faut pas se cacher que cette période a une face cachée beaucoup plus noire, qui est ce qu'un auteur a appelé l'endormissement stratégique des Européens. À de très rares exceptions près, et là, on peut dire que des pays comme la Pologne ont, à de multiples reprises, tiré la sonnette d'alarme, mais la plupart des pays n'ont plus vraiment prêté attention à la sécurité des approvisionnements et au renforcement, parfois sournois, parfois assumé, à la Russie. C'est tout particulièrement le cas de l'Allemagne. L'Allemagne qui a décidé, comme je le rappelais tout à l'heure, de sortir du nucléaire et de sortir du charbon. Et donc, elle a choisi de réduire ses émissions de gaz à effet de serre en développant d'une part les énergies renouvelables et d'autre part les centrales à gaz alimentées par du gaz essentiellement russe. L'Allemagne a aussi laissé les entreprises étatiques russes et au premier chef Gazprom développer leur position sur le marché allemand. Alors, sur ce plan, je vais citer la commissaire Vestager elle-même, qui a mis en exergue le fait que ces choix n'étaient pas vraiment motivés par des raisons géopolitiques. On a beaucoup parlé de l'Ostpolitik allemande, qui consistait à vouloir amener par le développement des liens économiques la Russie dans un cercle vertueux, mais que ces choix étaient essentiellement motivés par ce qu'elle appelle la simple cupidité. Mais l'Union européenne va payer extrêmement cher à partir de 2021 cette cupidité. 2020 est caractérisé par la crise du Covid. 2021, on sort de cette crise. Et lorsqu'on sort de cette crise, on peut faire le constat que la Russie représente environ 36% des besoins en consommation de gaz de l'Union européenne et 45% des importations européennes de gaz, essentiellement via les gazoducs. Il y a donc une dépendance globale très importante et, de surcroît, les différents États membres ne sont pas égaux face à cette dépendance. En effet, celle-ci est essentiellement en fonction de leur situation géographique et des alternatives possibles d'importation de gaz naturel liquéfié. Ainsi, on a un spectre très large allant d'une part des États frontaliers de la Russie, comme la Finlande ou les pays baltes, qui dépendent à plus de 95% des exportations de la Russie, à une dépendance qui descend à moins de 20% pour des pays plus éloignés géographiquement comme la France ou l'Espagne, et avec au milieu une Allemagne qui se situe à 55%. Donc, on sort en 2021 de cette période de 5 ans de prix extrêmement bas. Et la situation change fondamentalement en 2021. En effet,
À cette période, à ce moment, les marchés mondiaux du pétrole et du gaz vont commencer à se tendre. Il s'agit ici, comme en 2014, de questions structurelles qui n'ont rien à voir avec spécifiquement la situation européenne. Quelles sont ces raisons? Il y a le rebond de la croissance et de la demande à la suite. En fait, toutes ces raisons, quelque part, sont liées à la sortie de la crise du Covid. Il y a d'un côté le rebond de la croissance et de la demande, il y a eu une production, et d'un autre côté, il y a eu une production perturbée et des sous-investissements. On a donc une certaine situation tendue sur le marché, principalement du gaz et aussi du pétrole et du charbon d'ailleurs. Et le président Poutine n'a pas manqué de saisir cette opportunité pour manipuler les marchés européens de gaz naturel. Ainsi, on a constaté que, à partir de l'été 2021, la Russie a considérablement réduit ses exportations vers l'Union européenne, notamment pour faire pression pour obtenir la mise en fonctionnement, en mise en production du gazoduc Nord Stream 2, qui a fait l'objet de conflits extrêmement importants et d'un bras de fer entre l'Allemagne et les États-Unis parce que ce gazoduc faisait l'objet de sanctions américaines et donc il y a eu là tout un élément et la réduction des exportations russes était un moyen de pression des Russes pour débloquer ce dossier. Et par ailleurs, la Russie n'a pas rempli les sites de stockage qui appartenaient à Gazprom dans l'Union européenne. On voyait bien là l'effet pervers du fait d'avoir laissé Gazprom entrer sur le marché européen. Notamment en Allemagne, de nombreux sites de stockage appartenaient à Gazprom et celui-ci, avant d'arriver à l'hiver 2021, ne les avait absolument pas remplis. Donc, le deuxième trimestre 2021 s'était caractérisé par une situation tendue et des niveaux de prix qui étaient déjà élevés. Dans ce contexte, il n'est évidemment pas surprenant que l'invasion russe de l'Ukraine le 24 février 2022 va alimenter des craintes d'une rupture des approvisionnements russes en gaz et que ces craintes se traduisent par des pics de prix inédits. Donc, au début, je dirais, c'est simplement le marché qui réagit avec un pic historique le 7 mars 2022 et puis une situation qui se détend légèrement, même avec des prix qui restent très élevés. Et puis là, on assiste à nouveau à une nouvelle manipulation du marché par Moscou. C'est ainsi qu'à partir de la fin du mois de mai 2022, Moscou impose le paiement du prix du gaz en roubles. Réponse à la sanction qui a été adoptée d'exclure la Russie de SWIFT. Et Moscou interrompt les fournitures destinées aux acheteurs, disons, récalcitrants, comme la Finlande, la Bulgarie, la Pologne, les Pays-Bas, le Danemark. Première réduction des approvisionnements. Ensuite, en juin 2022, Gazprom annonce qu'il va baisser de plus de 40% sa capacité quotidienne de livraison de gaz vers l'Allemagne via le gazoduc Nord Stream 1 en invoquant des problèmes techniques. Inévitablement,
cette double réduction du flux russe va entraîner une nouvelle hausse importante des prix du gaz. Et au cours de l'été 2022, Moscou va encore accroître la pression en annonçant à 2 reprises une fermeture soudaine de ce gazoduc Nord Stream pendant quelques jours, en prétextant des opérations de maintenance. Viennent encore s'ajouter à ça les différentes attaques, attaques qui ont été faites à Nord Stream, dont personne ne connaît encore actuellement l'origine exacte. Encore hier, il y avait des rapports qui déposaient, certains évoquant une piste ukrainienne qui est fort peu probable et la plupart évoquant au contraire une piste russe. En tout cas, le gazoduc Nord Stream n'a plus du tout ses capacités normales. Il y a donc, on peut utiliser le terme, le deuxième semestre 2022, l'été 2022 et le début du deuxième semestre 2022 se caractérisent par une situation véritablement chaotique sur le marché du gaz. Mais ce n'est pas tout. Le chaos ne s'est pas limité au gaz, mais a contaminé le secteur électrique, car la flambée du prix du gaz a provoqué une augmentation par ricochet des prix de l'électricité. Et ça mérite quand même une certaine explication. Pour comprendre ce phénomène, il faut en effet s'intéresser au marché intérieur de l'électricité et en particulier à la formation du prix de gros de l'électricité, prix de gros qui est un des facteurs qui influence directement le prix au détail payé par les consommateurs, que ce soit les particuliers ou les entreprises. Ce n'est pas le seul, il y a aussi les taxes et il y a aussi tous les prix qui sont liés au réseau de transport et de distribution. Le point de départ est que l'électricité n'est pas stockable. Et donc, pour que le réseau puisse fonctionner, il faut en permanence assurer un équilibre entre la production d'électricité d'une part et la demande d'électricité, demande qui varie constamment selon les heures, les jours et les saisons. Il y a, ça c'est quelque chose qui est assez commun à dire, on a actuellement différentes sources de production d'électricité qui sont, à l'heure actuelle, et en ordre d'importance, en moyenne au niveau de l'Union européenne, les énergies renouvelables, 38%, le nucléaire, 24%, le gaz, 20%, et, fermant la marche, le charbon, 14%. Il faut savoir que ceci est une moyenne et qu'en réalité, la composition de ce qu'on appelle les bouquets électriques des différents États membres est très hétérogène. Certains États dépendent très, très fort du gaz, d'autres, et c'est le cas en particulier de la France, dépendent beaucoup plus de l'énergie nucléaire, le gaz, par exemple, n'étant qu'une véritable énergie d'appui. Alors, connaissant ces différentes sources d'énergie, comment les choses se passent-elles? Pour satisfaire la demande en électricité, on va commencer par faire appel aux installations qui ont les coûts d'exploitation les plus faibles, à savoir les énergies renouvelables et le nucléaire. Et puis, on va continuer seulement si celles-ci ne suffisent pas à répondre à la demande,
on va continuer en faisant appel aux centrales qui ont les coûts d'exploitation les plus élevés, à savoir les centrales au gaz et au charbon. Et donc ça, c'est la manière dont on va empiler, le terme est souvent utilisé, les différentes sources d'énergie. Et dans ce contexte, il faut savoir que le prix de gros de l'électricité, il est déterminé selon une tarification qui est dite une tarification au coût marginal qui correspond au coût de production du dernier kilowattheure produit, c'est-à-dire le coût, concrètement le coût de la toute dernière centrale qui est appelée à fonctionner pour garantir l'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité. Et c'est ce prix qui est applicable à toutes les centrales en production à ce moment-là. Donc, toutes les centrales qui produisent de l'électricité à ce moment T se voient appliquer ce même prix, cela quelle que soit leur part relative dans la production et dans le coût et quel que soit aussi leur coût de production. Alors, ce système a été mis en place pour dire que, mais si à un moment il fallait faire appel aux centrales qui avaient les coûts d'exploitation les plus élevés, il fallait que les coûts d'exploitation de ces centrales soient couverts. Par contre, et ça c'est une discussion, je terminerai dans la conclusion de rapport qui est toujours ouverte, la question est posée par certains, et a notamment été posée par le gouvernement français, de savoir s'il était justifié que tous les producteurs bénéficient de ce prix, et en particulier les producteurs d'énergie renouvelable et de nucléaire, alors que eux, leurs coûts de production sont beaucoup moins élevés. Toujours est-il qu'on a deux cas de figure totalement différents. Lorsque l'ensemble de la consommation est couverte par des moyens de production dont les coûts sont faibles, à un moment où il y a beaucoup de vent, beaucoup de soleil, où toutes les centrales nucléaires fonctionnent, on n'a pas besoin de faire appel, ou très peu, on n'a pas besoin de faire appel pour couvrir la consommation au gaz ou au charbon, et à ce moment-là, le prix de l'électricité est très bas. Par contre, lorsque la demande est très forte, inévitablement, elle ne suffit plus à couvrir la production. Lorsque la demande est très forte, pardon, la production d'origine nucléaire, la production d'électricité d'origine nucléaire et renouvelable ne suffit plus pour faire face à cette demande, et donc il faut les compléter par de l'électricité qui est produite à partir des centrales au gaz ou au charbon, et c'est donc ça qui explique comment la hausse du prix du gaz est venue contaminer le prix de l'électricité. Il faut aussi savoir que ce phénomène a été accentué par deux autres. Cet effet de contamination, plutôt, a été accentué par deux phénomènes. Le premier phénomène, c'est une réduction au cours des dernières années de la production nucléaire. En effet, plusieurs États membres font des choix politiques de renoncer au nucléaire. La question nucléaire est une des questions qui divise le plus les États membres. L'Allemagne a fait le projet, il y a des discussions importantes en Belgique et d'autres ne le font pas. Mais même dans les pays qui continuent à faire le choix politique du nucléaire, comme la France, on a été confronté à des problèmes techniques. C'est ainsi qu'actuellement, vous le savez sûrement mieux que moi, des problèmes de corrosion
ont entraîné la fermeture d'un grand nombre de centrales nucléaires en France. Donc, la production de centrales nucléaires est assez faible. Parmi les énergies renouvelables, on parle souvent d'énergies renouvelables intermittentes, qui sont l'éolien et le soleil, et d'une énergie qui est plus considérée comme constante, qui est l'énergie hydraulique. Mais là, c'est le changement climatique qui nous joue un très vilain tour, puisque 2021, 2022 et maintenant, je dirais même encore 2023, sont 3 années qui se caractérisent par une très grave sécheresse. Et là, je dirais même 2023 est quasiment le pire, puisqu'on est déjà en situation qui est une situation que habituellement on ne connaît qu'à la fin du printemps. Et donc, on est dans une situation où on a des niveaux extrêmement bas dans les rivières, les fleuves et les lacs, ce qui réduit la production de l'hydroélectricité, ce qui complique le refroidissement des centrales thermiques et ce qui complique aussi l'acheminement, notamment du charbon, par voie navigable. Et donc, tout ça mis ensemble a fait que l'on a vu s'accroître très fortement les besoins en gaz pour la production d'électricité et que donc le prix de l'électricité, le prix du gaz devient de plus en plus l'indicateur le plus important pour la production d'électricité. Cette question est actuellement très fort débattue, et notamment parce que, mais comme je l'ai signalé, il y a des mix énergétiques, des bouquets d'électricité très différents d'un État membre à l'autre, et certains États disent, mais il n'est pas du tout normal que nous, alors qu'on a fait le choix d'un mix dans lequel on dépend très peu du gaz, que nous soyons quand même à ce point atteints par le prix du gaz. En fait, il y a là, je ramène à la question de la solidarité. Tout ça est lié à l'interconnexion des marchés européens. Cela veut dire que l'effet de l'augmentation du gaz est quelque part un peu diminué grâce à l'interconnexion pour les pays qui dépendent le plus du gaz, mais évidemment, c'est au détriment des pays qui, eux, ont un mix énergétique qui dépend moins du gaz. Et ça explique les débats qu'il y a et sur lesquels je parlerai un peu plus tard. Alors, toujours pour diversité et solidarité, pour faire face à l'augmentation du prix du gaz et de l'électricité, les différents gouvernements européens ont mis en place différentes mesures pour protéger partiellement les ménages et les entreprises. Alors, à ce point de vue-là, on peut dire, d'un côté, il y a les aides aux entreprises. En ce qui concerne les aides aux entreprises, la Commission européenne, tirant les leçons de ce qu'elle avait fait pendant la crise du Covid, a publié un encadrement qui s'inspire très fort de l'encadrement aide Covid, un encadrement justement pour baliser les aides étatiques aux entreprises. Par contre, pour ce qui concerne les mesures fiscales ou les mesures d'aide aux entreprises, force est de constater que les États membres ont agi de manière totalement non coordonnée et que cela est au détriment, sans doute en partie de l'efficacité de ces mesures, mais aussi du bon fonctionnement du marché intérieur européen. Cela m'amène à la dernière partie de mon exposé, qui est la brutale prise de conscience de l'Union de sa dépendance et de sa vulnérabilité aux exportations russes et aux mesures qui ont été adoptées par l'Union européenne. Alors, premier point à souligner,
On a parfois entendu que la flambée des prix du gaz et de l'électricité était la conséquence des sanctions européennes. Il faut tout de suite tordre le cou à cette fausse information. En effet, l'Union européenne, en raison même de cette forte dépendance, s'est bien abstenue d'adopter une quelconque mesure qui nuirait à la capacité de production et d'exportation de gaz russe à court terme. Elle s'est, ce faisant, distanciée des États-Unis et du Royaume-Uni, qui évidemment étaient dans une position très différente puisqu'ils sont nettement moins dépendants qu'elle du gaz russe. Dans le domaine énergétique, les seules mesures qui ont été adoptées par l'Union européenne concernent le charbon et plus récemment le pétrole russe. C'est, au contraire, comme je viens de l'exposer, la Russie qui n'a pas hésité à se servir de l'énergie comme d'une arme. Mais, quoi qu'il en soit, il est clair que c'est désormais l'ensemble des échanges énergétiques entre la Russie et l'Union européenne qui est remis en cause. J'en viens ainsi au Conseil européen des 10-11 mars 2022. Lors de ce Conseil européen, les dirigeants européens ont adopté la déclaration de Versailles. Dans cette déclaration, ils se sont déclarés déterminés, je cite, à prendre de nouvelles mesures décisives en vue de construire notre souveraineté européenne. Vous voyez, le terme souveraineté est explicitement utilisé, de réduire notre dépendance et d'élaborer un nouveau modèle de croissance et d'investissement pour 2030. Les dirigeants européens ont encore souligné que, je cite toujours, la situation actuelle nous oblige à réévaluer entièrement la manière dont nous assurons la sécurité de nos approvisionnements énergétiques et ils ont convenu, dernière citation, de nous défaire progressivement de notre dépendance aux importations de gaz, de pétrole et de charbon russe, et ce, dès que possible. Pour atteindre cet objectif, la Commission a présenté en mai 2022 un plan qui a été qualifié par tous les commentateurs d'ambitieux, qui est intitulé Repower European Union, sous-titre « Une énergie abordable, sûre et durable pour l'Europe ». Et dans ce plan, la Commission propose toute une palette d'outils pour se dégager de ces dépendances. On parle d'actualité. Le Parlement européen et le Conseil ont approuvé formellement ce plan le 23 février dernier. J'ai encore vérifié ce week-end, je n'ai pas eu le temps de vérifier aujourd'hui. Tout récemment, dans le journal officiel, le texte n'a pas encore été publié, mais c'est une question de jours. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça signifie? On part du plan européen Union Next Generation, donc le fameux plan de relance européen post-Covid, et plus particulièrement de la facilité pour la reprise et la résilience, qui est le cœur de ce plan. Sachant ça, il a été décidé de créer de nouvelles ressources propres qui sont issues du régime d'échange de droits d'émission à effet de serre et d'affecter un montant de 20 milliards provenant de ces recettes
pour justement permettre à l'Europe de se dégager de la dépendance vis-à-vis de la Russie. Et pour ça, les États vont pouvoir mener différentes actions. Je vais les citer. Première, améliorer les infrastructures et les installations énergétiques pour répondre aux besoins immédiats de sécurité d'approvisionnement en gaz, y compris le gaz naturel liquéfié, pour permettre de diversifier l'approvisionnement. Renforcer l'efficacité énergétique des bâtiments et des infrastructures énergétiques critiques. Augmenter la production et l'utilisation de biométhane durable et d'hydrogène renouvelable ou non fossiles, accroître la part des énergies renouvelables, accélérer leur déploiement. Lutter contre la précarité énergétique, encourager la réduction de la demande énergétique, supprimer les goulets d'étranglement internes et transfrontières en matière de distribution d'énergie, de transport et des distributions d'énergie, soutenir le stockage de l'électricité, soutenir les transports à émissions nulles et leurs infrastructures, en particulier les chemins de fer. Donc ça, je dirais, c'est pour le plan à long terme qui consiste à faire en sorte que l'on va progressivement désintégrer le marché européen du marché russe. Mais ça ne se fera pas du jour au lendemain, d'autant plus qu'il faut tenir compte du fait qu'il y a un certain nombre de contrats à long terme et que ces contrats à long terme ne peuvent pas être cassés du jour au lendemain. Puis, il y a la réponse qu'il fallait apporter à l'urgence, c'est-à-dire à ce chaos dont je parlais un peu plus tôt sur le marché du gaz et de l'électricité. Un certain nombre de mesures ont été adoptées pour justement répondre à ces problèmes. Il est important de noter que, à part une de ces mesures, elles sont toutes fondées sur un article qui était quasiment totalement passé inaperçu jusqu'à la crise du Covid et qui est l'article 122 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui, je cite, autorise le Conseil, dans un esprit de solidarité entre les États membres, à adopter des mesures appropriées à la situation économique, en particulier si de graves difficultés surviennent dans l'approvisionnement en certains produits, notamment dans le domaine de l'énergie. L'Union européenne, le Conseil, pour être plus précis, fait un usage de plus en plus important de cet article, et cela a un effet pervers que je voudrais pointer ici, c'est que cet article a le très grand défaut de ne absolument pas impliquer le Parlement européen, même pas sous forme de consultation. Alors, ça se justifie s'il s'agit réellement de mesures d'urgence, mais on peut se poser la question de savoir si toutes les mesures qui ont été adoptées par l'Union européenne sont vraiment des mesures d'urgence qui nécessitaient une action vraiment sans tarder, et si finalement il n'y a pas là un problème de légitimité démocratique qui risque de se poser à terme. Alors, je ne peux évidemment pas analyser, d'autant plus que le temps avance très, très fort, toutes les mesures, mais je vais quand même citer et indiquer les grandes orientations des principales mesures qui ont été adoptées à partir de la mi-2022. On peut dire quand même qu'on a réagi très, très vite, puisque, je rappelle, on a une crise dont les prémices remontent au deuxième semestre 2021 et qui s'accélère à partir de mars 2020. Il y a toute une succession de règlements
qui ont été adoptés. Le premier est le seul règlement, qui est un règlement qui a été adopté selon la procédure législative ordinaire par le Parlement européen et le Conseil, qui est un règlement du 29 juin 2022 qui a pour objectif de coordonner le remplissage des installations de stockage souterrain de gaz. Alors, le principe est que tous les États qui sont dotés d'installations de stockage souterrain de gaz sont tenus d'atteindre un objectif de 80% de remplissage pour 2022 et 90% à partir de 2023. Ce règlement met aussi en place un mécanisme qu'on appelle mécanisme de partage de la charge via un accord qui sera conclu entre un État qui ne dispose pas de stockage souterrain de gaz et un ou plusieurs États qui, eux, disposent de telles installations afin de répartir la charge entre les uns et les autres. L'objectif de ce règlement, c'est de permettre en réalité de mettre en œuvre un mécanisme qui est un mécanisme qui avait été créé par un règlement antérieur de 2017, qui était un mécanisme de solidarité visant à atténuer les effets d'une situation d'urgence grave au sein de l'Union européenne lorsque l'approvisionnement en gaz des clients protégés au titre de la solidarité est menacé dans un État membre. Et donc, on a des mécanismes permettant aux autres États de lui venir en aide. Mais pour que l'on puisse avoir ce mécanisme de solidarité, encore faut-il avoir des stocks suffisants de gaz au niveau de l'ensemble de l'Union européenne. C'était donc la toute première mesure qui a été adoptée et quelque part, on peut dire que c'est certainement une des mesures qui a permis d'éviter la crise grave au cours de l'hiver 2022, même si il faut aussi souligner que ce remplissage vraiment accéléré des installations de stockage a eu un coût extrêmement élevé, puisqu'il faut quand même se rendre compte que ce remplissage s'est fait au moment où le prix du gaz était le plus élevé. Mais c'était sans doute le prix à payer pour pouvoir envisager l'année 2023 de manière beaucoup plus sereine. Suit un règlement du 5 août 2022, toujours dans le secteur du gaz. Ce règlement est un règlement relatif à des mesures coordonnées de la réduction de la demande de gaz. Alors, on a deux mécanismes qui sont mis en place. Le premier est ce qu'on appelle un mécanisme volontaire. Les États doivent s'efforcer de réduire leur consommation de gaz pour une période allant du 1er août 2022 au 31 mars 2023. Donc, on est presque à la fin de ces mesures temporaires. Il faudra voir ce qui se passe par l'avenir. Donc, une réduction qui est une réduction d'au moins 15% par rapport à la consommation moyenne de gaz au cours des 5 dernières années pour la même période. Au-delà de ce mécanisme volontaire, s'il existe un risque important de grave pénurie d'approvisionnement en gaz ou s'il y a une demande de gaz exceptionnellement élevée, le Conseil peut déclarer ce qui est appelé une alerte de l'Union et dans ce cas, la réduction devient obligatoire. Néanmoins, pour pouvoir permettre l'adoption de ce règlement, plusieurs États ont bénéficié d'une dérogation.
suit un règlement du 6 octobre 2022 qui, cette fois, va plutôt concerner le secteur de l'énergie. En réalité, ce règlement, qui est donc une intervention d'urgence pour atténuer les effets des prix élevés de l'énergie, instaure deux types de mesures. Première catégorie de mesures, à côté de la réduction de la demande de gaz, il y a une réduction de la demande, ou plus précisément de la consommation d'électricité, consommation qui correspond donc à la demande d'électricité. Cette réduction est de deux ordres. Il y a d'abord une réduction globale pour la même période allant du 1er décembre, allant cette fois du 1er décembre, pardon, l'autre allait du 1er août, du 1er décembre 2022 au 31 mars 2023, réduction globale de la consommation d'électricité de 10%. Ce n'est pas vraiment obligatoire, c'est plutôt vrai. En même temps, et c'est particulièrement important, si vous vous souviendrez de ce que je vous ai expliqué un peu plus haut, sur la formation du prix de gros de l'électricité, il est demandé aux États membres de prendre les mesures destinées à réduire la consommation d'électricité de 5% pendant les 10% d'heures pendant lesquelles le prix attendu est le plus élevé. Donc, c'est d'essayer de dire que l'on va éviter les moments où il y a des pics tellement élevés de consommation d'électricité qu'on est vraiment obligé d'utiliser le gaz. La deuxième mesure est une mesure qui vise à répondre à ce sentiment d'injustice que j'avais évoqué tout à l'heure, à savoir que les producteurs d'électricité peu coûteuse, finalement, bénéficient de ce mécanisme de prix marginal, de coût marginal de l'électricité. Et donc, les États peuvent, ils ne doivent pas, ils peuvent introduire un plafonnement des recettes issues du marché que certains producteurs tirent de la production d'électricité et à les redistribuer de manière ciblée aux clients finaux d'électricité et aussi à permettre aux États d'appliquer des mesures d'intervention publique dans la fixation des prix pour la fourniture d'électricité aux clients résidentiels et aux PME. Enfin, il y a des règles qui établissent une cotisation de solidarité temporaire obligatoire de la part des entreprises et des établissements stables de l'Union qui exercent leurs activités dans le secteur du pétrole, du gaz, du charbon et du raffinage pour justement qu'ils contribuent à toutes ces mesures qui sont adoptées pour rendre le prix de l'énergie abordable pour les. Il y a encore deux règlements qui ont été adoptés. Le premier est un règlement du 19 décembre 2022. Ce règlement vise à améliorer la coordination des achats de gaz. Mais ce règlement reste aux yeux d'un certain nombre de commentateurs assez timorés. En effet, il vise uniquement la mise en place d'un organisme qui va assurer l'agrégation de la demande et l'achat commun de gaz par des entreprises établies dans l'Union. C'est donc un mécanisme qui est très, très loin de celui qui a été mis en place pour les vaccins lors de la pandémie de COVID-19, puisque ici, les États n'ont pas du tout habilité
la Commission a négocié des achats au nom de tous. C'est donc des achats groupés qui sont laissés à la discrétion des opérateurs et pas ce mécanisme qui était le mécanisme qui avait été salué lors de la crise du Covid. Ce règlement du 19 décembre 2022 va aussi mettre en place des mesures temporaires pour prévenir à la fois les prix excessifs de gaz et la trop grande volatilité du gaz. Mais ce sont des mécanismes très complexes que je ne vais pas expliciter en détail, qui reposent essentiellement sur la fixation d'un prix plafond, d'un prix plancher. Donc, on essaye déjà là de faire une première chose. Dernier règlement, règlement du 22 décembre 2022, qui va s'attaquer à cette fameuse question du plafonnement du gaz, du prix du gaz, qui divisait beaucoup les États. Certains y étaient très, très favorables, d'autres s'y opposaient tout aussi fermement parce qu'ils craignaient qu'en réalité, le plafonnement du prix du gaz au sein de l'Union européenne fasse que l'Union européenne, dépendant maintenant essentiellement du gaz naturel liquéfié, puisqu'on a vu, on avait de l'importation de gaz essentiellement par gazoduc en provenance de Russie. On a encore de l'approvisionnement par gazoduc venant de Norvège, mais pour tout le reste, c'est du gaz naturel liquéfié qui vient par méthanier. Et là, la crainte de ceux qui s'opposaient au plafonnement du prix du gaz était que l'Europe, l'Union européenne étant en concurrence avec les autres parties du monde pour acheter ce gaz naturel liquéfié, allait se retrouver en pénurie. Il a donc fallu faire un compromis. Ce compromis consiste à effectivement instaurer un plafonnement du prix du gaz, mais qui est fixé à un prix assez élevé, puisque c'est 180 € de la tonne, mais ce prix du gaz ne sera activé que de manière temporaire et pour autant que deux conditions soient remplies. D'une part, un prix du gaz supérieur à 180 € sur le marché de référence pendant 3 jours d'affilée et en outre, une différence au cours des 3 mêmes jours, une différence supérieure à 35 € avec le prix pratiqué sur les marchés mondiaux du gaz naturel liquéfié. C'est un compromis et il a été souligné qu'en réalité, le but a sans doute été avant tout de donner un signal au marché et donc en fait de faire en sorte que les marchés se calment et qu'ils ne doivent pas être activés. Le constat peut aussi être fait que sans doute parce que les choses se calment, sans doute aussi grâce à cette annonce importante, à ce message qui est ainsi passé, comme je l'ai dit au début de l'exposé, on voit qu'à l'heure actuelle, les prix du gaz sont fortement redescendus. Alors, pour terminer, encore 2 questions à évoquer. La première est la grande question qui reste en suspens. Et cette question est celle de la réforme du marché de l'électricité avec, en arrière-plan, évidemment, la question du découplage ou non des marchés du gaz et de l'électricité. Et donc, des découplages du prix du gaz et de l'électricité. Qu'est-ce qu'on peut dire à l'heure actuelle? La Commission européenne elle-même a reconnu la nécessité d'une réforme et d'ailleurs, elle a lancé en janvier une consultation sur la question. Mais on voit que les États membres se divisent en 2 grands camps qui apparaissent très, très difficilement conciliables. Il y a d'un côté
plusieurs États, l'Espagne, la France, l'Italie, le Portugal, la Grèce, qui plaident pour une réforme radicale, et notamment un découplage, et beaucoup parlent notamment du système dit ibérique, qui est le système où il y a un prix plafonné du gaz qui concerne uniquement le gaz qui est injecté pour fabriquer de l'électricité. Donc, de ce côté, vous avez 1, 2, 3, 4 États. De l'autre, vous avez 7 États. 7 États qui sont les États qui forment ce qu'on appelle la nouvelle Ligue hanséatique, l'Allemagne, le Danemark, l'Estonie, la Finlande, le Luxembourg, la Lettonie et les Pays-Bas, qui, eux, au contraire, appellent à une approche prudente et à une réforme ciblée qui préserverait la configuration actuelle du marché. Et donc, voilà, face à ces deux pôles très nettement antagonistes, on attend les propositions de la Commission qui sont annoncées pour fin mars. À ça s'ajoute un différent sur le calendrier entre la France, qui voudrait avancer le plus vite possible, et l'Allemagne, qui en tout cas ne veut pas entendre parler d'une réforme qui serait une réforme un tant soit peu importante avant les élections en Allemagne en 2024. Tout le monde s'attend à ce que les propositions de la Commission soient des propositions relativement prudentes et donc à une réforme qui ne serait pas une réforme profonde, mais qui serait plutôt une réforme ciblée. Dernier point, j'ai beaucoup parlé des dépendances, j'ai beaucoup parlé de la volonté de l'Union européenne de se défaire de la dépendance vis-à-vis de la Russie, mais il ne faut pas sous-estimer le risque de nouvelles dépendances qui se profilent pour l'Union européenne dans le domaine énergétique. Et ces dépendances, elles sont de deux ordres. D'abord, il y a une dépendance au gaz naturel liquéfié qui provient essentiellement des États-Unis. Et ce n'est pas anodin, puisqu'on sait que depuis le grand plan américain de lutte contre l'inflation, le fameux IRA, moi, quand j'ai entendu IRA, j'ai sauté parce que moi, historiquement, ça me faisait penser à l'armée révolutionnaire irlandaise, mais ça n'a rien à voir avec ça. On sait que les États-Unis et l'Union européenne sont vraiment très, très concurrents dans justement ces questions d'énergie verte et de dépendance et de lutte contre l'inflation. Ce n'est peut-être pas le moment de se mettre à ce point en dépendance du gaz liquéfié américain. Et puis, on parle beaucoup de l'hydrogène. Et là, il y a un risque de dépendance de la Norvège. Alors, on peut se dire que la dépendance vis-à-vis de la Norvège n'est peut-être pas dramatique, puisque c'est quand même l'État européen qui fait partie de l'espace économique européen, mais aussi de pays beaucoup plus instables politiquement que sont les pays d'Afrique du Nord. Et puis, enfin, on parle énormément d'abandonner les énergies fossiles et de recourir de manière massive aux énergies renouvelables, mais là, il y a un autre risque de dépendance. En effet, vous avez des questions de disponibilité de métaux et de minerais, ce qu'on appelle les métaux rares, qui sont souvent extraits ou transformés dans un nombre très limité de pays et tout particulièrement en Chine. Et donc là, il faudrait éviter une dépendance par rapport à la Chine. Voilà, je vous remercie de votre attention.